Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un update lecture sur mes premières lectures du mois de mars. Et ça se passe pas hyper bien le mois de mars, voilà. Il y a que très peu de livres que j'ai terminés, 4 sur 15 jours par rapport à mon rythme actuel, c'est franchement pas ouf. Et il y a une mini panne qui survient pendant la semaine. Le week-end ça va à peu près, mais la semaine j'ai vraiment du mal à lire, je lis 20 pages. Je ne fais que scroller et je pense qu'en fait, comme j'ai pu le dire à certaines personnes qui parfois m'ont demandé qu'est-ce que je peux faire dans une panne de lecture, et je crois qu'en fait le mieux ça reste de ne pas lire. Voilà, de laisser la panne passer et de retrouver l'envie. Personnellement, je sais pourquoi j'ai une panne de lecture, c'est tout simplement parce que en ce moment le travail c'est un peu compliqué et du coup le soir je suis fatiguée physiquement et mentalement et je pense que mon cerveau a envie de se mettre sur pause et de faire des trucs un peu abrutissants comme scroller par exemple. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de services presse et puis il y a aussi ça aussi qui me travaille un petit peu, c'est que vu que j'ai une petite panne de lecture, j'ai des services presse qui s'accumulent et du coup je ne lis quasiment que ça en ce moment parce que j'aime pas les voir trop traîner et vu qu'ils s'accumulent et que j'arrive pas à enchaîner du bouquin, voilà. Donc il y a 4 services presse et 2 lectures perso dans ce bilan. De toute façon, comme je l'ai dit maintes fois, et comme vous allez le voir dans mes avis, c'est pas parce que c'est un service presse que mon avis change. Je suis toujours très honnête dans mes avis. Et vous allez voir, il y a certains services presse, notamment un, ça n'a pas été... voilà, c'était pas ouf. Donc on va en reparler. Je vais commencer par mon abandon. J'ai hésité à l'abandonner, mais je crois que je vais définitivement l'abandonner, le garder dans ma bibliothèque de 1 pour faire des photos et de 2 parce que potentiellement un jour peut-être que j'aurai envie de le lire. Il s'agit de Fragile Enchantment de Alison Saft. C'est ma version Fairy Loot, vous savez, avec ça là derrière en dessous, cette chose là, voilà, qui est magnifique, qui est trop beau, voilà, qui est une histoire un petit peu qui s'apparente à la période de la Régence anglaise, donc Orgueil et Préjugés et compagnie. Il y a une question normalement de magie, mais elle est vraiment trop peu présente et je l'écoute en audio et bien que ce soit agréable d'entendre un accent britannique, puisque c'est quand même l'anglais que j'ai appris de base, c'est pas l'anglais américain. Moi je suis partie des semaines, des mois, voilà, en échange en Angleterre, donc je connais plus l'anglais britannique, c'est un petit peu retour aux sources, mais j'ai pas réussi à accrocher du tout, je suis perdue et je pense que là je suis arrivée à un stade où je sais même plus ce qui se passe parce que tellement j'ai pas prêté attention et donc je pense que je vais le garder, potentiellement un jour le reprendre de zéro parce que je l'ai acheté sur Audible, donc techniquement mon crédit audio en fait je l'ai pour toute la vie, voilà, je peux l'écouter quand je veux, donc peut-être qu'un jour je me le referai, un jour où je serai un peu plus dans le mood, peut-être que je le lirai, je sais pas, mais pour l'instant c'est un non. Voilà, pour l'instant je vais le reposer, je vais le garder pour faire des magnifiques photos parce que ça peut être très utile, mais voilà, je suis un peu déçue, je voulais l'adorer mais je pense que c'est pas la bonne période et que surtout j'ai pas l'esprit assez ouvert pour pouvoir écouter de l'audio anglais en n'étant pas passionnée. Voilà, ça aurait été une histoire que je connais déjà, comme on va en parler après un peu plus tard, mais une histoire que je connais déjà, j'arrive à suivre, mais là je pense que je suis mentalement pas disponible pour écouter une nouvelle histoire en anglais, je suis trop fatiguée, je suis trop contrariée et du coup voilà, je vais le reprendre. Je vais passer sur ma lecture au cours aussi, comme ça on balaye un petit peu ce qui n'est pas terminé ou ce que j'ai abandonné. J'en suis à la page 157, c'est Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Weisman chez Faubourg Marigny, c'est un service presse aussi, qui va parler de la grippe espagnole qui a ravagé les États-Unis après la Première Guerre mondiale. On va suivre 2 personnages principaux, une petite fille immigrée allemande qui a du mal à s'habituer et à s'intégrer aux États-Unis parce qu'il y a quand même une haine contre les Allemands, voilà, et une femme qui vient de perdre son bébé de la grippe espagnole et qui ne supporte pas les étrangers, qui voilà voit le mal un peu partout, et les deux vont se rencontrer. Alors elles se sont pas encore rencontrées, je crois que c'est dans le chapitre qui arrive où elles vont se rencontrer, parce qu'en fait la petite fille perd sa maman de la grippe. La maman, elle meurt dans sa maison, la petite fille elle sait pas quoi faire, elle a 2 petits frères jumeaux et elle va essayer de s'en occuper comme elle peut au début. Et de l'autre côté vous avez cette dame qui a perdu son enfant de la grippe espagnole et les deux vont se rencontrer à un moment parce que là j'en suis à un moment où la femme, donc l'adulte, arrive dans la maison, voit que la mère est morte et va récupérer les bébés. Et du coup la petite fille va rentrer, va voir que ses frères sont pas là, donc je pense qu'elle va finir par découvrir où ils sont. Mais on en est là. C'est assez glauque.
C'est assez trash, on nous décrit bien hein, la mort, voilà, comment elle arrive. Il y en a eu plusieurs, des gens à l'hôpital, des gens dans la rue. Voilà. C'est un peu gore, voilà, mais enfin gore. Pas non plus, voilà, c'est un roman historique, mais on ne lésine pas sur les détails. Je saurais pas trop quoi vous en dire, ça se lit facilement, mais je suis épuisée, donc j'ai lu 20 pages par 20 pages. J'aimerais bien le dégommer aujourd'hui. Le jour où je tourne, on est samedi, et je n'ai que cette vidéo en fait à vous monter pour le lendemain, donc vous la verrez le lendemain où je la tourne. Donc normalement je pourrais abattre ce bouquin, je pense, le dégommer une bonne partie en journée où je suis un peu plus, voilà, éveillée on va dire. Mais j'aimerais bien terminer parce que celui-là je me le traîne en fait depuis lundi. J'ai lu 157 pages depuis lundi ou mardi. Et il est temps que j'avance. Voilà. Ensuite on va passer au roman que j'ai terminé. Et pour ça je vais commencer par celui que j'ai acheté moi-même. Comme ça après on passe au service presse. Je vous dis il y a beaucoup de services presse mais vu que je les accumule et j'arrive pas à lire en ce moment, donc ben je peux pas les laisser de côté plus longtemps. Celui que j'ai lu c'est A Curse of True Love de Stephanie Garber, publié chez Oder Stoughton. Je vous ai fait une vidéo sur mon avis sur la trilogie, donc je vous invite à aller la regarder si jamais ça vous intéresse. De quoi ça parle? On est dans le troisième et dernier tome de la trilogie spin-off de Caraval, avec Evangeline Fox qui a conclu un pacte avec Jack, qui est une fatalité, une espèce de demi-dieu, pour empêcher le mariage de son amoureux avec sa demi-sœur. Au début c'est ça, puis après ça va beaucoup plus loin. Je peux même pas vous donner le résumé du troisième tome, sinon je vous spoil l'intrigue du premier ou du deuxième. Les deux d'ailleurs. Et on va suivre du coup ces deux personnages qui vont naviguer dans leur aventure, leur quête, et en même temps vont nouer une relation très belle, voilà, très amoureuse, très belle. Et là, ce troisième tome m'a déçue. J'avais vraiment adoré le premier et le deuxième, alors que la première trilogie de Caraval, j'étais pas hyper fan. Mais le premier et le deuxième tome de la nouvelle trilogie, franchement, hyper fan. J'ai adoré l'esprit conte de fées, l'esprit coloré, la relation amoureuse entre les deux, les événements, les péripéties, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce troisième tome utilise un procédé dont je peux pas vous parler, qui ramène nos personnages à un état antérieur, à une situation antérieure, un statu quo, voilà, et ça m'a embêtée. J'aime pas ce genre de procédé parce que on vous construit toute une intrigue pour revenir en fait au tout début, et c'est nul de faire ça, parce que du coup ben en fait c'est de la répétition, et j'ai eu l'impression que l'autrice savait pas trop comment faire terminer son roman, et du coup ben elle a utilisé un procédé facilité pour revenir à un stade antérieur, pour reconstruire l'histoire quasiment à l'identique en fait finalement. Et du coup je suis très frustrée parce que moi je veux lire de nouvelles choses, je veux pas revenir en arrière, ça m'embête en fait ce genre de choses. J'ai pas envie de relire les mêmes choses que dans le premier tome, enfin ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi faire 3 tomes alors? Autant faire 2 et puis on n'en parle plus. Vraiment, ce procédé me gêne au plus haut point, et c'est vraiment ce qui a fait que je trouve que ce troisième tome est très ennuyeux. Donc voilà, j'ai été super déçue par ce troisième tome. La fin est bien. Bien que j'ai bien aimé la fin, je trouvais que la grosse moitié de ce tome était long et ne servait à rien. Donc vraiment, j'ai été déçue. C'est pour moi un tome qui rappelle un peu Caraval dans ses procédés vus et revus, dans ses clichés exploités des millions de fois en young adulte et qui n'apporte absolument rien de nouveau. Alors que le premier et le deuxième tome avaient un petit vent de fraîcheur, un petit truc. Celui-là, pour moi, il aurait pu être écrit il y a 10 ans. Donc voilà, vraiment déçue, mais quand même une saga que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à aller voir mon avis complet sur la saga, évidemment. Voilà. On va continuer dans les déceptions avec un service de presse que vraiment j'ai pas aimé du tout. Il s'agit de Sir Wickwood de Ludivine Irola, publié chez Bayard. Je l'ai traîné toute la semaine. Je l'ai commencé en papier, j'arrivais pas à le lire, je l'ai écouté en audio et en fait je me suis laissée porter par l'audio, et sans l'audio clairement je n'aurais pas terminé. On suit deux sœurs, donc Allegra et Medora, qui sont un complet opposé. L'une est taciturne, bougonne, elle a les cheveux noirs et elle est vivante, et l'autre est toute frêle, toute guillerette, toute voilà, pleine de joie, les cheveux blancs, et elle est morte. Et en fait, on ne sait plus trop au début pourquoi elles restent voilà, dans ce corps astral. Et elles sont les descendantes d'une lignée d'occultistes royaux, donc qui utilisent une espèce de magie occulte, voilà, pour un truc un peu obscur et confus. Au début, on nous explique pas trop en quoi ça consiste. Sauf que avant, leur famille était genre
ils étaient adorés, c'est genre les occultistes royaux. Et maintenant ils vivent un petit peu en paria, personne leur parle trop, tout le monde les pointe un peu du doigt. Et un jour elles sont invitées au palais pour se faire ordonner, on va dire ça comme ça, une mission royale pour retrouver quelque chose et elles vont partir en mission. Je pense pas que ce soit un mauvais bouquin, je pense pas qu'il soit naze et que vraiment il y ait des fautes au niveau de l'exécution. C'est pas du tout ça. C'est que ce roman, pour moi, a une plume un peu particulière et ça passe ou ça casse. C'est une plume ultra descriptive. Mais quand je dis ultra descriptive, c'est que parfois ils vont, je sais plus, il y avait je crois un truc, ça m'a vraiment... Il y avait une description de ses gants, ou des gants de quelqu'un sur 4 lignes. Et il y a des personnes qui adorent ça, et en fait ça m'a énormément fait penser à La Passeuse de mots. Dans ce côté ultra descriptif, très beau, très métaphorique, voilà, avec énormément de figures de style. Et pour moi ça m'a fait penser à La Passeuse de mots. Ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit ah ouais, en fait c'est pas du tout un style que j'aime. C'est trop lourd, c'est trop descriptif et ça va pas assez vite, il se passe pas assez de choses. Et surtout il y a des descriptions qui moi ne m'intéressent pas, où clairement je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à s'attarder dessus, mais c'est vraiment purement personnel. Comme je vous disais, j'ai pas aimé La Passeuse de mots, il y en a qui adorent cette saga justement à cause de son style, grâce à son style pour le coup. Et du coup je pense que ce livre peut énormément plaire à certaines personnes. Je pense qu'en fait, soit il va gonfler les gens parce que trop de descriptions et trop lent, soit les gens vont l'adorer parce que justement la plume elle est vraiment... Elle est un peu onirique quand même, elle est gothique, c'est une jolie plume, je vais pas mentir, c'est une jolie plume. C'est juste pas une plume que moi j'apprécie et qui me touche en fait, tout simplement. Donc voilà, ce livre... j'ai envie de vous le recommander quand même, parce que je pense que si vous avez aimé La Passeuse de mots, vous pourrez aimer ce roman. Voilà. Mais si vous aimez pas les trucs trop descriptifs, peut-être passez votre chemin. Maintenant on va passer à 2 services presse que pour le coup j'ai adoré. Je vous garde le meilleur pour la fin. J'ai reçu dans le cadre de mon partenariat en tant qu'ambassadrice Hachette Disney Heroes la première box. D'ailleurs je vous ai mis le réel en short. Et donc c'était le Twisted Tales sur Merlin l'Enchanteur, donc l'épée dans l'enclume de Marie Mancusi. Et donc c'est l'histoire d'Arthur, si jamais il n'avait pas été destiné à être roi. Ça se déroule quasiment à la fin du film. Vous savez, à la fin du film, Arthur est en train de gouverner, Merlin est parti à Saint-Trope en vacances, et Merlin revient pour l'aider. Et ben ça se passe juste avant que Merlin revienne. Alors vraiment... 5 dernières minutes du film, puisque Merlin ne peut pas revenir, puisqu'il a été enchanté par Madame Mime et il ne peut pas quitter Saint-Tropez. Enfin, du moins, il peut quitter Saint-Tropez, il peut voyager dans les époques, mais il ne peut pas choisir l'époque. Du coup, il arrête pas de faire des sauts, voilà, un peu partout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Twisted Tales. Déjà, j'ai eu la bonne idée, hein, clairement, de re-regarder le dessin animé avant de lire, et vu que ça se passe quasiment... à la fin du dessin animé, j'ai bien fait, parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. C'est pas forcément un dessin animé qui est très coté, moi je l'adore en fait. J'avais oublié à quel point je l'aimais beaucoup parce qu'il est rempli d'humour, vraiment il y a énormément d'humour et ça se ressent aussi dans l'écriture, puisque on voit que l'autrice elle a vraiment bien fait son travail, et le traducteur aussi, puisque les expressions sont vraiment fidèles, les personnalités sont hyper fidèles aussi, et il y a énormément d'humour, et l'humour c'est le même type d'humour, et je trouve ça plutôt fort parce qu'on parle quand même d'un humour d'une décennie d'il y a longtemps. C'est un truc un peu particulier, et surtout en fait Merlin l'Enchanteur ça s'adresse à des adultes, puisqu'il y a énormément de blagues pour les adultes que clairement gamine j'avais pas compris, et avec mon chien c'est regardé en mode mais j'aurais jamais compris ça quand j'étais petite. Et voilà, il y a quand même un truc qui a été vraiment très bien retranscrit, et c'est pour ça que moi les Twisted Tales ça passe ou ça casse, parce que si je trouve que c'est trop éloigné de l'univers, de l'humour, de l'ambiance, des personnages, j'ai tendance à rejeter ça. Alors que quand c'est fidèle, tout en faisant une histoire différente mais que ça reste fidèle, j'adore. Et c'est en ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce Twisted Tale. Vraiment je me suis régalée, c'était drôle. Alors il y avait des moments un peu what the fuck, mais au final qui se collent énormément au livre, puisque il y a une partie à Saint-Tropez. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait vu que Merlin va à Saint-Tropez et parle de Saint-Tropez énormément dans le film, c'est pas dérangeant. Une fois qu'on a vu le film, on se dit qu'en fait ça va hyper bien avec l'histoire et que c'est dans la continuité de ce que les créateurs du film ont voulu faire. Et du coup j'ai trouvé que ça avait été très bien exécuté, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu en
peine 24 heures. Je l'ai dévoré, mais c'était trop chouette et je suis vraiment contente de commencer l'année là-dessus parce que c'est trop cool. Puis il est très joli évidemment, hein, comme ils font avec leur version collector. Alors je vous avoue que je vais pas acheter les collectors de ceux que j'ai déjà. Je sais pas si j'achèterai des collecteurs tout court. Puisque soit ça passe soit ça casse, mais je suis très contente de celui-là de l'avoir en version collector. Et enfin ma meilleure lecture de ce début de mois, vraiment qui a été dans ma pile à lire depuis si longtemps, depuis Montreuil où Gulfstream me l'a donné en service presse lors d'un goûter pour présenter en gros les nouvelles parutions du début d'année. Vous l'aurez compris, on en parle pas mal en ce moment, il vient de sortir. C'est Runborn d'Ariel Holtz, donc le premier tome qui s'appelle Tyr, qui concerne ce jeune homme, qui est un roman qui va se concentrer après le Ragnarok, mais à une époque historique quand même lointaine, hein. On est encore au temps des Vikings, il n'y a pas de technologie, voilà, on est vraiment époque viking, et en fait les dieux lors du Ragnarok sont morts, sauf que Odin a transféré leur essence dans des runes qu'il a appliquées à 24 humains qui ont eu des descendants, et le temps venu, il faudra aller à une certaine source pour pouvoir réactiver toutes les runes et donc réveiller les dieux. C'est dans ce contexte qu'on va suivre notre petit personnage qui s'appelle Tyr, qui lui a toujours une rune sur lui mais c'est pas trop ce que ça veut dire, et son amie Elle, qui est là, qui elle aussi a une rune, et en fait ces deux personnages vont faire la connaissance d'une espèce de guérisseuse, voilà, du village, qui va leur expliquer leur destin, comment il va falloir rassembler les runes, blablabla, blablabla, et ils vont partir à l'aventure. J'en dirai pas plus, car j'ai peur de spoiler un moment très important du bouquin, que j'ai à moitié vu venir, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Et là où j'ai un peu du mal avec la mythologie nordique, c'est que, à l'instar de toutes les mythologies, hein, il y a des passages un peu vraiment bizarres et qui rendraient pas hyper bien à la télé ou en livre et tout. Et je trouve que Ariel Holtz a eu le recul de prendre ce qui était à prendre et à laisser de côté des trucs vraiment chelous pour que ça reste plausible et que ça reste pas trop vraiment tiré par les cheveux. Et du coup on est sur une histoire de mythologie qui est fidèle quand même à la mythologie nordique, mais en gardant les passages les plus normaux entre guillemets, et parce que par exemple il y a l'histoire de la femme de Loki qui va mettre au monde un loup par exemple, et un serpent, ça paraît bizarre. Il est indiqué en effet que Loki est le père d'un serpent à un moment, mais c'est juste évoqué comme ça, donc ça passe. Alors que par exemple dans Cœur de sorcière, donc qui suit justement la femme de Loki qui met naissance à un loup et un serpent, ça paraît bizarre cette scène. Je veux pas vous mentir, cette scène elle est vraiment chelou. Et là du coup les événements un peu bizarres sont à peine évoqués, survolés, et du coup on s'attarde pas trop dessus et ça bloque pas pendant la lecture. C'est ça que j'ai apprécié. Je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose de très intelligent, puisque il y a des choses très inattendues qui se passent. On est sur un récit young adulte mais un peu dark, donc vous attendez pas à que ce soit tout gentil, tout mignon. Il y a des choses un peu trash qui arrivent, ouais, un peu trash. Et nos personnages n'ont clairement pas la vie facile. Voilà. Ne partez pas dedans en vous disant que ça va être un long fleuve tranquille, clairement pas. J'ai vraiment passé un très très bon moment, je l'ai dévoré, et ça m'a sorti de ma panne de lecture qui m'avait créé ça. Mais j'ai lu pendant un week-end et puis après je suis retombée dans une panne de lecture. Tout est chouette, tout va bien. En tout cas ça c'est un des rares livres que j'ai dégommé et que j'ai adoré, et justement je pense que d'autant plus dans ce climat d'incertitude de livresque, c'est d'autant plus une qualité que je l'ai dégommé. Ça veut dire que vraiment je me suis plongée à corps perdu dedans. Le seul petit truc qui m'a fait un petit hic, c'est que le héros est appelé Tyr tout du long, d'une page à l'autre à un moment. Il est appelé Tyrell. Et j'ai pas compris. Je sais pas si j'ai loupé un truc, mais j'ai vraiment lu plusieurs fois les chapitres et j'ai pas compris. Donc si vous l'avez lu et que vous savez pourquoi tout d'un coup il est appelé Tyrell, dites-le moi, mais vraiment j'ai pas compris. Et ça m'a un petit peu dérangée. Je trouvais que c'était un peu bizarre et que ça sortait de nulle part. Bref, je suis pointilleuse, vous l'avez compris, mais j'adorais ça. Et vraiment très très hâte de découvrir le tome 2 qui va sortir cet automne, puisque l'auteur est multitâche. Voilà, il écrit 15 livres par an, voilà, je sais pas comment il fait, mais au moins voilà. Ça me donne très envie de découvrir d'autres romans d'Ariel Holtz, puisque c'était mon premier et que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ce sera pas le dernier. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre que je vous ai présenté qui vous a plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji livre. Alors au début je voulais vous proposer une hache ou une épée pour l'épée dans l'enclume ou Runborn, et puis je me suis dit que c'était un petit peu violent quand même, hein. On est dimanche, voilà.
pas la peine de sortir les couteaux et les armes. Donc on va s'en tenir au livre pour cette fois-ci. Voilà, un truc un peu basique, un peu classique. Si vous êtes encore là, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Vous savez pas à quel point ça peut nous aider, nous les créateurs de contenu. Si jamais voilà, vous avez envie de nous soutenir, c'est des choses faciles à faire et qui peuvent peser dans la balance. Donc voilà, je vous remercie d'avance. Et je vous remercie évidemment de tout votre soutien vidéo après vidéo. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.